Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Doyen. Merci mes amis d'être là pour assister à cette présentation. Donc, pas loin de l'éducation thérapeutique, il y a un chapitre qui ne va pas nous échapper de parler de l'éducation nutritionnelle chez un patient diabétique. Et c'était question de revoir qu'est-ce qui est nouveau en matière de nutrition chez le patient diabétique. Et c'était difficile de faire des choix. Et ce que j'ai choisi, je tiens à préciser, avant de vous parler de mes choix, que je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Donc il était question de faire des choix. J'ai fait 3 choix. J'ai fait parler du buzz international sur le risque cardiovasculaire et maintenant intervention sur le mode de vie, que ce soit exercice ou voire nutrition. Quel est l'effet sur la mortalité cardiovasculaire? Est-ce que ça a un effet ou ça n'a pas d'effet? Qu'est-ce que vous en pensez? La deuxième question, un sujet qui fait le buzz à l'échelle des réseaux sociaux, et on est encombré avec des patients, que ce soit des diabétiques type 1 ou des diabétiques type 2, qui vont nous demander est-ce qu'on peut faire ce que fait tout le monde pour équilibrer son diabète? Est-ce qu'on peut faire un régime hypoglycémique? On a toujours entendu, est-ce qu'on est en train d'enseigner toujours aux amphis, c'est le régime du patient diabétique, c'est un régime normoglucidique. Et la question va être posée à travers une revue brève de la littérature pour voir qu'est-ce qui est de vrai et qu'est-ce qui est de faux dans ces buzz mondiaux à travers ces 3 questions. Donc commençons par la première, et je vous ai déjà posé la question, à votre avis, est-ce que ça modifie le fait d'entretenir une bonne hygiène de vie sur le plan nutritionnel, voire associé à l'activité physique chez un patient diabétique, en visant principalement le poids? Est-ce que ça fait réduire le risque cardiovasculaire? D'accord. Donc, pour répondre à la question, il y a plusieurs études qui ont essayé d'aborder la question. C'est des études qui sont de longue durée à travers une intervention. Et dans la plupart des études, vous allez voir que l'intervention est double. Elle est nutritionnelle et éducative sur le plan de l'activité physique. Cette étude célèbre, qui est célèbre par le nombre de patients et aussi célèbre par la durée qui a dépassé les 8 ans, c'est Look Ahead, qui a été réalisé dans 16 centres aux États-Unis et qui a rassemblé plus de 5000 patients, et dont le but était de faire des mesures standards dans un bras contre des mesures intenses pour réduire le poids sur le plan nutritionnel et l'activité physique. Les résultats sur le plan du risque cardiovasculaire, aucun effet à 8 ans, aucun effet à long terme. Et le critère principal était un critère de jugement cardiovasculaire, ça veut dire un critère qui est le MACE, qui est connu dans ce type d'étude. Mais ce qui était important de revoir dans la même étude, c'est que qu'est-ce qui était l'effet de ces mesures sur le plan de l'équilibre et sur le plan pondéral. Et on s'aperçoit que c'était très positif sur le plan pondéral, mais c'était un effet qui, si on veut le caractériser, c'est un effet éphémère. Ça veut dire que vous aurez 8 ans pour voir disparaître l'effet sur l'hémoglobine glyquée, et vous aurez peut-être un peu moins de disparition dans le bras interventionnel, et vous aurez les patients qui vont garder après 8 ans au moins une infériorité de 2,5% pondérale par rapport au bras qui a reçu des soins standards. Par ailleurs, en examinant les autres études, cette étude qui est une étude chinoise et qui est célèbre et qui avait le même but, et dont sa célébrité est liée par rapport à sa durée, qui était l'étude d'Akin Depos, et qui a essayé d'étudier la même thématique, et c'était sur 30 ans. Elle était célèbre par sa durée, la durée d'action sur les 2 bras, et c'était sur 30 ans, un nombre faible de participants, 576, et il y avait la majorité de cas dans le groupe d'intervention. Et c'était dans la littérature la seule étude qui était positive, qui a démontré, après 30 ans d'évolution, qu'il y avait une réduction significative des événements cardiovasculaires, une réduction significative du décès cardiovasculaire et des effets significatifs sur le plan de décès toute cause.
Et pour voir clair, puisqu'on a beaucoup d'études là, des études, la seule étude qui a prouvé c'est Dakin, et les autres études étaient négatives, c'était question de voir en méta-analyse qu'est-ce que ça change. Et là, ce que vous voyez devant vous, c'est une méta-analyse qui a analysé plus de 11 essais, puisqu'on parle niveau de preuve, 11 essais randomisés qui avaient le même but de prouver est-ce que l'intervention sur le mode de vie alimentaire et surtout de l'exercice physique change quelque chose sur le plan du risque cardiovasculaire. La méta-analyse a été dispatchée en deux, celle qui va étudier la mortalité toute cause et celle qui va étudier la mortalité cardiovasculaire, avec une divergence dans les études entre des études qui avaient que des diabétiques et des études qui avaient des diabétiques et des prédiabétiques. Les résultats, comme vous voyez, sur la mortalité toute cause, c'était négatif. Aucun effet à long terme sur le plan du risque cardiovasculaire et aucun effet sur la mortalité toute cause à long terme. Donc, la réponse à la question, c'est que les interventions intensives sur le mode de vie, principalement sur le plan nutritionnel, mais aussi de l'activité physique, sur le prédiabétique et sur le diabétique, ne sont pas supérieures aux soins standards. Ça veut dire en intervenant de manière, on va dire, intense sur un bras. Ça veut dire quand vous faites avec vos patients des champs d'intervention plus rigoureux avec des recommandations diététiques très intenses, vous allez peut-être gagner sur le court terme sur l'équilibre glycémique, un peu sur le poids, même à long terme, et vous aurez toujours un gain d'au moins 2,5% sur le poids, mais pas vraiment de gain sur le plan du risque cardiovasculaire. Cela n'a pas arrêté de recommander en première intention les modifications de mode de vie comme première ligne thérapeutique en matière de diabète de type 2, comme ça a été sorti récemment en mai 2024 en ce qui concerne les recommandations de l'ARAS. Donc le deuxième point, c'était un régime hypoglycémique, low carb ou low carb sévère, very high. Est-ce que ça diminue est-ce que ça a de l'importance chez un patient diabétique de type 2 cette fois-ci? Et juste pour ouvrir le débat, on revient aux définitions. Le low carb ou le LCD est défini par un taux de glucides journalier qui ne doit pas dépasser dans les repas 130 grammes. Et quand il est inférieur à 50, vous êtes là dans le VLDC, le VLCD, ça veut dire dans le très pauvre en glucides. Et donc il était question de voir qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est vrai ce que nous rapportent les internautes dans les réseaux sociaux, que c'est efficace sur le plan de la glycémie? Est-ce que c'est efficace sur l'hémoglobine glyquée, sur le poids? Qu'est-ce que ça fait? Et cette méta-analyse a analysé les choses pour revenir à la réponse. À 3 à 6 mois en méta-analyse, on voit qu'il existe une réduction qui dépend, là comme vous voyez sur les paliers, qui dépend de... à chaque fois que vous baissez de plus le niveau de glucides dans vos repas, vous allez gagner sur l'hémoglobine glyquée. Et malheureusement, c'est un effet qui est éphémère. Vous allez gagner, mais jusqu'à 12 mois, à partir de 12 mois, vous ne gagnez rien sur le plan de l'équilibre glycémique. Donc on peut dire que il n'y a pas de supériorité du régime pauvre en glucides en termes de contrôle du poids et du LDL et aussi en termes d'amélioration de l'équilibre glycémique. À partir de 3 à 6 mois, vous aurez la disparition de cet effet qui était au départ positif. De la même manière, une autre méta-analyse sur 25 études, puisqu'on parle toujours, la question était, je rappelle, c'était niveau de preuve de ces mesures diététiques. Donc ces 25 études randomisées, ils avaient comme nombre de participants 2412 et le critère de jugement principal c'était de voir qui est le plus efficace sur le plan hémoglobine glyquée.
L'intervention à 3 mois était très efficace, fortement liée au type de régime. Ça veut dire à chaque fois que vous avez un régime très fort ou très faible sur le plan glucidique, très restrictif, vous gagnez sur le plan de l'hémoglobine liquide de manière meilleure. Et à 6 mois, vous voyez que ça a tendance à baisser pour disparaître à 12 mois. Pour dire finalement la même conclusion, les bénéfices du low carb apparaissent non durables et insuffisants en regard des contraintes qu'il impose. Et je redis la même chose que j'ai dit au départ, nos messages en disant que le bon régime pour le patient diabétique est un régime normoglucidique, parce qu'on n'a pas de preuves pour le moment. L'ADA sort avec des recommandations pour dire la même chose, et elle garde le low carb comme une indication exceptionnelle quand le patient, par exemple, n'atteint pas les objectifs glycémiques malgré une médication appropriée, ou quand le patient désire de baisser ses médications au profit de mesures diététiques approfondies. Et dans ce cas-là, vous pouvez indiquer ce type de régime. L'essentiel, c'est qu'il faut pratiquer le curseur pour ne pas altérer l'alimentation et la nutrition de votre patient. Et vous devez garder un équilibre avec les autres macronutriments, notamment les lipides. Et à chaque fois que vous baissez les glucides, il faut les remplacer par les lipides, et surtout les lipides mono et polyinsaturés. La dernière question, c'est toujours dans cette même tendance, et des diabétiques type 1 qui vont venir vous voir pour dire « Est-ce que je peux le faire ?» J'ai vu mon ami qui le fait et qui est aussi diabétique type 1 et qui est très parfaitement équilibré après avoir fait ce régime. Et j'insiste, quel bénéfice. Mais si mon patient là, c'est un diabétique type 1 et vous allez pratiquer un régime keto pour un patient qui est à risque de faire la cétose, et donc est-ce qu'il est sans risque pour votre patient? Et s'il va le pratiquer à tout prix, quel est votre accompagnement en tant que spécialiste? Donc déjà, j'ai essayé de vous apporter un modèle de low carb que vous pouvez prescrire, et c'est un low carb qui est pour un sujet de entre 80 et 90 kg, qui aura un apport journalier de 2000 kcal par jour, avec un régime de 100 grammes de glucides que je peux le partager avec vous à la fin. L'idée, c'est qu'on doit voir d'abord, est-ce que c'est efficace, ce régime, chez les diabétiques de type 1. C'est ce qui a été évalué dans cette étude. 26 participants, adolescents diabétiques de type 1, avec des données de CGM, et on va essayer de comparer entre les deux bras, cette fois-ci par le CGM, par la glycémie moyenne, le GMI, par la variabilité, et par les pics postprandiaux. Les résultats, c'était clair. Il y avait une bonne évolution, une réduction donc, de la glycémie moyenne, une réduction du coefficient de variabilité glycémique. C'est normal parce que vous allez agir sur la glycémie postprandiale, et vous allez agir aussi sur les pics postprandiaux en réduisant les pics postprandiaux. Donc c'était efficace sur la glycémie. La question, est-ce que c'est bien toléré? Et la tolérance nous fait penser d'abord, puisqu'on va emprunter une autre voie métabolique, la voie des lipides, et donc la voie de la cétogénèse pour un diabétique de type 1 qui est à fort risque de faire la cétose. Et la réponse, est-ce que dans cette étude, est-ce que en faisant du keto chez un patient diabétique de type 1, est-ce que ça engendre une augmentation de la cétonémie? Là, c'était dosé sur une cétonémie capillaire pour dire à la fin que oui, il y a une augmentation de la cétonémie, mais ce n'était pas trop franc. Pour le LCD, c'était léger, ça ne dépasse pas 0,6, et pour le VLCD, ça peut arriver jusqu'à 1,2, que quand même, ce sont des taux qui sont parfois acceptables chez nos patients diabétiques. Et le deuxième point, c'est que quand on fait un régime, c'est un patient qui est diabétique de type 1, est-ce que ça modifie quelque chose sur le plan du risque cardiovasculaire? Ce qui a été revu dans cette review de la revue Nutrient, et on a vu que le régime keto est associé à une diminution des triglycérides, certes, mais avec une majoration du cholestérol, non HDL cholestérol, et une légère augmentation des LDL. Tout cela pour dire qu'il faut le prendre en compte quand vous allez accompagner votre patient diabétique. Et le troisième point, est-ce que ça cause des anomalies micronutritionnelles?
Et finalement, ça a été étudié dans cette étude qui a eu 20 consentants diabétiques de type 1 sur 111 éligibles, et ils ont été analysés par l'interrogatoire et à la fin par des analyses laboratoires pour voir les micronutriments, est-ce qu'ils sont en déficit chez ce type de patients qui vont pratiquer pendant une année un régime low carb, et à la fin, c'était efficace sur le plan de l'IMC, c'était efficace sur le tour de taille, et c'était efficace sur le plan glycémique. C'est des patients qui avaient une amélioration de l'hémoglobine glyquée de 8,1 vers 7,7, mais avec des carences nutritionnelles, notamment le fer, le calcium, la vitamine B1 et l'acide folique. Donc, si vous avez un patient qui va opter pour cette méthode, pour réduire sa variabilité glycémique, pour réduire ses doses d'insuline, peut-être il y en a ceux qui auront du mal à se procurer beaucoup de doses et qui sont pas mutualistes, peut-être qu'ils vont opter pour un régime hypoglycémique, oui, mais il faut savoir les accompagner. Il faut savoir les accompagner. D'abord, prévenir la cétose. Comment je dois prévenir? Je dois prévenir d'abord, il faut se rappeler du piège qui est avec les glyphosines, le piège de la glycémie normale ou subnormale avec une cétose. Et il faut se rappeler toujours aux patients, il faut l'éduquer sur les situations à risque de cétogénèse, à savoir stress, infection, alcool et aussi grossesse, qui ont une contre-indication de ce type de régime. Et l'idée, c'est apprendre à vos patients de multiplier le dosage. Mais c'est quel dosage? Est-ce que le dosage urinaire ou plasmatique? Et on revoit les cétones qu'on mesure. Si vous allez mesurer, ça va être l'acétoacétate sur le plan urinaire, le bêta-hydroxybutyrate sur le plan de la glycémie, de l'acétonémie capillaire, et l'acétone, ça va être sur l'haleine acétonique qui va être mesurée. Et le niveau de preuve le plus élevé est pour l'acétonémie sur le plan de sa valeur prédictive positive et sa spécificité pour ce type de patient. Donc, vous devez prescrire une surveillance rigoureuse de l'acétonémie en situation de risque. Sur le plan du déséquilibre nutritionnel, ce qui est à recommander, je l'ai mis en vert, des eaux riches en calcium, 2 produits laitiers par jour, des poissons gras pour la vitamine D, des fruits secs pour la vitamine B1 et des légumes à feuilles pour la vitamine B9. Et une surveillance biologique peut être nécessaire pour certains terrains particuliers, notamment une femme qui désire tomber enceinte, par exemple. Et c'est contre-indiqué pour l'enfant et pour la femme enceinte, ça c'est clair. En ce qui concerne les hypoglycémies, il faut les prévenir parce que le patient, en faisant de l'activité physique avec ce régime, vous devez arranger ses doses et surtout pas toucher à sa basale. On va garder la même basale et si vous allez toucher, il faut réduire ses doses prandiales en fonction de la réduction du nombre de glucides par repas. Et il faut se souvenir qu'on touche à la basale seulement chez les patients qui sont sous pompe, ça veut dire en réduisant 1 heure avant, voire des heures après, selon le temps de récupération de l'activité physique désirée par le patient. Le troisième point d'accompagnement, c'est que éviter cet apport athérogène en réduisant les graisses saturées au profit des graisses végétales mono et polyinsaturées. C'est une action qui est importante que j'ai pris en considération quand je vous ai annoncé le régime à la marocaine de ce low carb. Donc finalement, si je veux conclure sur ce que je viens de dire, il n'y a pas de preuve pour l'effet à long terme sur la mortalité cardiovasculaire de l'intervention sur le style de vie, mais ça ne doit pas nous faire arrêter à la prescrire, mais au contraire, on va toujours la prescrire tout en pensant, si vous avez un patient qui a très haut risque cardiovasculaire, à faire réduire la mortalité cardiovasculaire par d'autres interventions, notamment médicamenteuses. En ce qui concerne le régime low carb, c'est une tendance. Quoi, on le veut ou pas, on le désire ou pas. C'est une tendance que tous les patients veulent le faire, que ce soit des T2 ou des T1. Les bénéfices glycémiques et pondérales sont là,
mais ils ne sont pas durables. Beaucoup de contraintes pourraient être proposées de manière individualisée. Et surtout, il faut expliquer aux patients les risques et pouvoir les accompagner, surtout nos patients DT1, vu le risque de cétose qui est majoré. Et je vous remercie pour votre attention.